Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cercle de presse. On reçoit aujourd'hui M. Gilles Duceppe, qui est chef du Bloc québécois. Je me présente, Mélissa Savoie-Soulière, j'animerai ce cercle de presse aujourd'hui. Et donc, M. Duceppe, je vous cède la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup. Je suis venu quelques fois au cercle de presse. Je trouve que c'est une institution, c'est rangé d'institutions. C'est intéressant, ça permet d'avoir de bons échanges. Je suis en tournée à travers le Québec depuis 2 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2 principaux dossiers que je vais aborder aujourd'hui. La question de la gestion de l'offre, parce que il y a cette entente transpacifique qui a failli être conclue, mais qui ne l'a pas été en raison d'une entente parallèle entre le Japon et les États-Unis portant sur les pièces automobiles. Sinon, tous les avis qu'on a de gens présents à Hawaï nous disaient que c'était en train d'être conclu, mais cette entente nuisait énormément aux travailleurs et à l'industrie de l'automobile de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle le Canada a dit non. Or, moi, je trouve ça inquiétant parce que ça signifie que sinon, l'entente aurait été conclue et que des pans de la gestion de l'offre tombaient. C'est carrément ça. Et M. Lebel nous a dit, écoutez, c'est un marché de 800 millions, c'est ça qui est important, il faut y avoir accès. Personne n'est contre le fait d'avoir accès à un marché de 800 millions, mais pas au prix de laisser tomber la gestion de l'offre. On ne demande pas aux Américains là, de mettre sur la table les subventions très généreuses qu'ils accordent aux agriculteurs, qui coûtent beaucoup plus d'argent contribuable que la gestion de l'offre. Ça, c'est pas sur la table. Donc, ça n'a aucun sens. Et les 3 autres partis, ce que j'appelle du Bloc canadien, le NPD, les libéraux puis les conservateurs, étaient tous d'accord pour en arriver à cette entente. Et ça me ramène à quelques années, en 2005, alors qu'à la veille d'une élection, nous, on a déposé une motion pour défendre la gestion de l'offre. Et débat qui a duré toute une journée. Et là, les gens du NPD, des libéraux, des conservateurs venaient me voir à tour de rôle, me demandant d'adoucir la motion. On a dit, pas question, pas question. On maintient cette motion. Bien, ils étaient gênés de voter contre. C'était à la veille d'élection, vous comprenez? À ce moment-là, les gens sont plus attentifs. Et ça donnait la motion unanime à la Chambre des communes pour la gestion de l'offre. Alors moi, ce que je demande aux 3 autres chefs, c'est d'affirmer très clairement qu'il n'y aura pas de signature de l'entente transpacifique s'il n'y a pas une protection de la gestion de l'offre. Deuxièmement, il y a ce traité avec l'Union européenne. Et le Bloc était le premier parti à proposer un tel traité dès 2000, avant même que Jean Charest il l'a repris. Peut-être bien heureux qu'il le reprenne. Il y a des problèmes quant au règlement des litiges, les mêmes que l'ALENA avec l'article 11. Sur ça, les Allemands et les Français veulent qu'il y ait des changements, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un domaine particulier touchant encore les producteurs de lait et les fromagiers. C'est cet accès dorénavant au marché canadien, donc québécois, pour les fromages. Or, ce qu'on demande, nous, c'est qu'il y ait une compensation qui avait été promise pour les producteurs de fromage. On demande à ce que cette compensation soit de l'ordre de 300 millions de dollars. Et on le demande parce que avant même l'entente avec la Corée du Sud, un autre traité de libre-échange, avant même que l'entente soit signée et négociée, le fédéral s'est engagé et a accordé 500 millions à l'industrie automobile pour la protéger contre les conséquences de l'entente avec la Corée du Sud. C'est possible pour l'automobile, je vous soumets que ça doit l'être également pour les fromages. Deuxième grand sujet, c'est certes celui de la forêt. L'entente vient à échéance sur le bois d'œuvre, le 12 octobre prochain, une semaine avant l'élection. Alors, dans cette entente, on se souvient que lors de la crise économique, le fédéral a accordé de généreuses subventions à l'industrie automobile. Et 50 millions, je pense, à peu près, pour la forêt, d'un océan à un océan à l'autre, parce que de l'Atlantique au Pacifique en passant par l'Arctique, c'est d'aucune mesure comparable à ce qui a été accordé pour l'industrie automobile. Or, encore une fois, les libéraux et le NPD ont appuyé cette motion parce qu'ils ont du monde, ils ont des candidats là-bas, ils ont des députés là-bas, puis ils protègent leurs intérêts. Mais c'est la forêt qui nous subit les conséquences. C'est des pinottes qu'on a eues comparées à l'industrie automobile. Or donc, là, ça revient.
Et ça doit être renégocié. Et moi, je veux que les partis s'engagent à ce qu'il y ait une deuxième et troisième transformation ici. Également, qu'il y ait des sommes accordées pour le problème de la tordeuse d'épinette. Et au niveau de la tordeuse d'épinette, il y a eu, je prends mes lunettes pour me tromper de chiffre, pour être bien sûr, là. Il y a eu pour 200 millions de dollars d'accordés à la Colombie-Britannique pour un problème, c'est le pine beetle. OK? Et là, la tordeuse d'épinette, on accorde 18 millions en tout et partout, 12 millions pour le Nouveau-Brunswick, 6 millions pour le Québec. Et pour un problème là, qui est aussi important ici que là-bas, avec la même... Pourquoi est-ce le double? Pourquoi est-ce le double? Et le NPD et les libéraux ont laissé passer ça. Or, nous, ce qu'on demande également, c'est qu'en vertu des transformations qu'il y a eu au Québec depuis cette entente sur le bois d'œuvre, vous savez que le régime a été changé au Québec, le Nouveau-Brunswick est exempté de l'entente sur le bois d'œuvre. Hein? Et le Nouveau-Brunswick, très souvent, vient acheter son bois au Québec et leur passe ce bois, qui, lui, est assujetti à l'entente, aux Américains. Or, il y a l'article 12 du règlement des litiges qui n'a jamais été utilisé dans l'entente sur le bois d'œuvre. L'entente qu'on a appuyée, nous, dans le temps, parce que les milieux patronaux et syndicaux, moi, j'avais consulté d'un côté et de l'autre, appuyaient tous cette entente sur le bois d'œuvre, qui n'était pas le Pérou, mais là où on était, là, on n'avait plus le choix. Là, hein? Et ça permettait quand même de, entre guillemets, subsister, hein, pas disparaître. Là. Or, on demande là que pour cette prochaine entente, il y aura des négociations avant qu'elle puisse être conduite et avant que la guerre reprenne un an après le 12 octobre, donc on se rapporte au 12 octobre 2016, qu'on demande, nous, qu'on se penche sur la question du Québec, les transformations qui ont eu lieu et qu'on soit, tout comme le Nouveau-Brunswick, exempté de l'entente sur le bois d'œuvre parce qu'on est dans une situation très semblable à celle du Nouveau-Brunswick. Donc, il faut, pendant cette période, mettre les efforts maximaux pour en arriver à ce que notre industrie du bois d'œuvre reprenne vie avec des transformations. Vous avez vu dernièrement, Québec s'est réveillé. C'était 4 étages, le code du bâtiment, ça passe à 6, là, ça passe à 12. On commence à former les ingénieurs à l'utilisation du bois. Ça va cesser pendant des années. Or, il faut agir de cette façon et aller vers la deuxième et troisième transformation. Donc, grosso modo, c'est 2 gros dossiers que j'ai abordés depuis 2 jours et que nous, on s'engage à défendre. Bon, on est libre de le faire parce que on n'a pas de ce problème qu'ont les autres partis de dire « parle pas de ça, tu vas nuire à tes collègues ailleurs, c'est pas bon, fait que prends ton trou », en d'autres mots. C'est beau? Oui. Merci. Donc, première question, Louis-René Ménard. Ensuite, ce sera Audrey-Anne Maltais, puis Louis Martineau de TVA. M. Duceppe, il y a quelques semaines, peut-être une dizaine de jours même, le ministre conservateur Denis Lebel faisait le bilan un peu de son mandat comme ministre régional là, à Ottawa. Il parlait que le fédéral avait investi dans 650 projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense par l'intermédiaire de DEC Canada. Il n'a pas voulu chiffrer les projets. Mais quel genre de bilan vous faites du travail, de l'implication du fédéral et du gouvernement conservateur dans la région depuis le dernier mandat, depuis 4 ans? Moi, écoutez, quand je disais tantôt qu'il faut monter à plus que 4 ans, parce qu'il était là depuis 2006, là. Quand vous accordez des milliards à l'industrie automobile et pratiquement rien à la forestière, on ne peut pas être fier de ça. Quand on demande à Denis Lebel la gestion de l'offre, et que la réponse, c'est on ne peut pas se priver d'un marché de 800 millions, c'est inquiétant comme réponse, ça. On est en train de nous dire très clairement qu'écoutez, on va devoir laisser tomber. C'est ça. Moi, je demande, si il a tellement à cœur la région et le Québec, qu'il dise clairement, pas question de signer cette entente s'il y a des pans de la gestion de l'offre qui tombent. Qu'ils disent très clairement que l'entente avec l'Union européenne, on avait promis, et pour les pêches dans les maritimes, et pour l'industrie fromagère au Québec, des compensations, qu'ils le disent immédiatement. Comment se fait-il que ce gouvernement dont il est si fier ait accordé 500 millions avant même la signature du traité avec la Corée du Sud pour l'industrie automobile et que rien n'est fait alors que le traité, le Canada l'a signé? Tout n'est pas fini parce que c'est une entente de principe qui bloque sur le règlement des litiges. Ça, c'est autre chose. Mais qui s'engage très clairement à cela.
qui s'engage très clairement à dire, bien, écoutez, nous, en vertu de l'article 12 de l'entente sur le bois d'œuvre qui se termine le 12 octobre, on va intervenir pour faire en sorte que le Québec soit exempté, tout comme le Nouveau-Brunswick l'est. Alors, c'est ça le bilan que je fais, moi. C'est inquiétant, oui. Investissement dans 650 projets, surtout des projets à caractère municipal. Là. On a un taux de chômage très important encore dans la région, à Saguenay également. On a l'impression, en fait, que la situation économique est plutôt mauvaise au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Industrie de l'aluminium un peu au ralenti. Mais, enfin, on attend les investissements de Rio Tinto-Alcan encore. Là. La deuxième phase à Jonquière et l'agrandissement de l'aluminerie d'Alma. Le secteur forestier est très mal en point avec Résolu. Mais là, vous focussez juste sur la forêt. Puis l'agriculture, il n'y a pas seulement ça. Là. Mais je vous parle de la gestion de l'offre puis la forêt, ça touche passablement la région ici, de un. De deux, Stephen Harper nous dit qu'il faut absolument arriver à l'équilibre budgétaire. Or, rappelons-nous dans la crise de 2008, crise économique, là, hein, il avait fait un discours, Flaherty, proprement inacceptable, et tout le monde t'a compte au Québec, les patrons, les syndicats, tous les partis politiques. Le Québec était en élection à l'époque, et c'est là que les libéraux, le NPD, je les ai appelés, moi, et M. Dion, je me souviens, c'est à 7 h le matin, puis 7 h 15, Jack Layton. Je dis, si vous voulez parler de coalition entre vous autres, on pourrait vous appuyer, dépendant de ce que vous promettriez. Il n'y avait pas de plateforme, on leur en a soumis une, ils ont pris nos idées. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils nous ont proposé, ça venait de chez nous. Et on proposait un vaste plan d'infrastructures et de relance de 24 milliards, principalement ces infrastructures. Et c'est ce que cette coalition a proposé, mais les libéraux ont abandonné. Quand Harper est revenu après avoir fermé la Chambre en février, il a repris essentiellement le plan d'infrastructure qu'on proposait. Hein? Qu'il y ait de l'argent qui revienne, on en envoie, c'est tout à fait normal, là. Et quand on est à la veille d'une récession ou en récession, c'est pas le temps de faire des compressions. C'est pas le temps de dire l'équilibre budgétaire à tout prix. Kevin Page, qui n'est pas un souverainiste, là, directeur parlementaire du budget, sortait il y a 2 jours à Toronto en disant « C'est une erreur magistrale, ça va amplifier la crise économique. » Et là, Mulcair et Harper disent la même chose, l'équilibre budgétaire à tout prix. J'ai hâte de voir le cadre budgétaire. Nous, on va rendre le nôtre public début septembre. Rigoureux, parce qu'on peut être d'accord ou pas être le Bloc, mais ce qu'on avançait a toujours été chiffré et rigoureux. Et ça, même les adversaires le reconnaissaient. Donc, j'ai hâte de voir le leur. Où prennent-ils leur argent? Et puis, si c'est d'autres compressions, M. Mulcair nous a annoncé là, que c'était pour les transferts en santé, il faut les retarder ça, pas les augmenter. Quand il y a eu la signature de la loi sur la santé en 1966, le fédéral finançait à 50 %. Ils sont rendus à 18 % actuellement. C'est Québec qui a la facture. Hein? Québec qui a la facture. Jack Layton promettait, lui, dans la dernière campagne, un médecin de famille par famille. Bon, ça n'a pas le bon Parlement, là. C'est comme si quelqu'un à l'Assemblée nationale promettait d'acheter des chars d'assaut. Il dirait, tu tombes de Parlement, mon chum. Mais il l'a promis. Mais Mulcair est loin des promesses de Layton, là. Lui, il dit, les transferts, on ne peut pas les augmenter. Alors ça, c'est la pire des choses à faire en cas de crise économique, surtout si, malheureusement, puis je ne le souhaite pas, là, il y avait une récession. Or, M. Lebel, là, s'il nous promet, j'imagine promet la même chose que son chef, là, d'arriver obligatoirement à l'équilibre budgétaire, ça va jouer contre la reprise économique et ça va amplifier la crise. Audrey-Anne Maltais du Courrier du Saguenay, puis Louis Martineau de TVA. C'est un ordre d'idée. Donc, vous aviez qualifié d'indécent le déclenchement hâtif de la longue campagne. Oui. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de comment vous abordez justement la longue campagne de 78 jours. Bien, vous savez, quand il y a eu cette décision d'avoir des élections à date fixe, on a prévu un minimum de jours. Je pense qu'on aurait dû prévoir un maximum aussi. Hein? Parce que tout le monde s'attendait à ce que ça soit moins coûteux. Alors là, c'est plus long, plus coûteux, moins de débat. Chercher l'erreur. Et quand Harper nous disait je veux remettre de l'argent dans les poches des contribuables, on commence à comprendre pourquoi. C'est qu'il veut piger dedans pour payer sa caisse électorale. Ça n'a pas de sens, moi, je trouve. Pas de sens. C'est ça qui est indécent. Et ce qui est pire, c'est de voir M. Harper et Mulcair, maintenant, refuser de participer à des débats. Ça n'a pas de sens, ça. Moi, je pense qu'on a le devoir, comme politiciens, de débattre démocratiquement des projets que l'on soumet afin que la population puisse porter jugement. Et là, j'ai 2 exemples récents. Le Collège Vanier, le cégep, a organisé un débat. L'alma mater de Thomas Mulcair.
M. Molker a accepté, M. Dion et Robert Lemon du Parti Égalité, là, avec qui M. Molker travaillait quand il travaillait pour Alliance Québec pour combattre la loi 101. Donc, moi, il m'invite. Je dis oui, je vais y aller. 2 jours après, M. Molker dit non, moi, j'y vais plus. Bon. Débat à Toronto, en anglais. Des groupes de femmes m'invitent, des groupes féministes. M. Molker accepte, M. Trudeau accepte, Mme Elizabeth May accepte. Il m'invite. Je dis OK, j'y vais. 2 jours après, M. Molker dit j'y vais plus. Il imite Harper économiquement, il imite Harper dans son attitude face au débat. Et surtout que moi, j'aimais ça, les débats en anglais. Les Anglais m'appellent, ils me disent « Why don't you come? » Je dis « Why don't you invite me? » Tu sais, je ne suis pas pour arriver. Moi, c'est impoli d'arriver quand tu n'es pas invité. Là. Puis j'aurais même dit « J'aimais mieux les débats en anglais. » Ils m'ont dit « Pourquoi? » En anglais, je comprenais tout. En français, je ne comprenais pas toujours tout. Fait que, mais c'est ça, en réalité. Vous avez écouté les débats déjà. Là, moi, vous dire que des fois, là, tu te dis « C'est quoi la question? » Mais ce coup-ci, ça aurait été... Ça va être mieux en français parce que M. Harper parle français, M. Trudeau, M. Molker, Mme May, ben elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, moi, je pense que ça n'a pas de sens, cette campagne. J'ai fait un long détour pour vous dire ça. Là. Vous avez dit au début plus coûteux. Oui. Comment vont les finances du parti? Est-ce que ça vous met en péril? Ah ben non, absolument pas, parce que nous, non, c'est même le contraire, mais c'est pas une raison pour être pour une campagne longue. Parce que moi, j'avais prévu de faire une pré-campagne, faire le tour du Québec, comme je faisais à chaque mois d'août quand j'étais en politique. Donc ça, on l'aurait payé de toute façon, parce que le prix de la chambre d'hôtel, en pré-campagne et en campagne, c'est le même. C'est le même. Hein? Puis le prix d'un autobus, c'est le même, puis ainsi de suite. Ce coup-ci, ça va être remboursé, ça ne l'aura pas été. Donc, nous, on a l'argent pour faire campagne, faire toutes les régions du Québec. Et j'ai toujours eu comme principe, moi, aucune dette. On travaille avec nos moyens. On a les moyens de faire une excellente campagne, se promener partout au Québec. Et à ce jour, c'est moi qui le fais le plus de régions au Québec. Donc, plus coûteux, mais ça ne change pas. Oh non, non. Même d'une certaine façon, ça va nous coûter moins cher parce qu'il y a un remboursement. Okay. C'est pas une raison ça serait illogique de dire on est pour ça parce que ça nous rapporte. Moi, je suis pas d'accord que ce soit les contribuables qui payent. Louis Martineau de TVA. Monsieur Duceppe, j'aimerais vous parler de la fermeture de la cartonnerie à Jonquière. Oui. Ça a été annoncé au mois de juillet, 140 emplois bien rémunérés qui disparaissent du côté de Jonquière. Et ce qui nous a été exposé par les travailleurs, c'est qu'il y a une technologie qui avait été développée à cette cartonnerie-là, la technologie RESPAC, spécialisation dans l'emballage alimentaire pour la restauration rapide. Et ce que beaucoup de travailleurs pensent, c'est que la compagnie Graphic Packaging a acheté l'usine de Jonquière pour mettre la main sur la technologie et ensuite fermer l'usine pour qu'elle soit rapatriée, cette technologie-là, aux États-Unis. Il y a beaucoup d'employés qui ont dit après ça, ça serait le temps que le gouvernement fédéral commence à penser à une loi qui permettrait de protéger les technologies qui sont développées ici pour éviter que lorsque c'est acheté par des compagnies étrangères, ça soit fermé ici puis que ça soit rapatrié ailleurs. Votre position là-dessus? Je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai rencontré les travailleurs hier matin, un gars des syndiqués là, de la région, FTQ-CSN. J'en ai parlé avec notre candidat Jean-François Caron de cette question, puis avec Élise aussi, puis Sabin, qui était présent à la rencontre. Et je trouve là qu'il y a une inconséquence, et c'est pas le seul cas, hein. On s'entend sur ça, j'ai vu des cas semblables, mais ça ne diminue pas l'importance de ce qui se passe ici pour autant. C'est pas parce que c'est pas le seul cas que c'est pas important. Moi, je veux bien que le libre marché fonctionne et que les gens échangent et fassent des transactions. Je ne veux pas que l'État se mêle de tout. On s'entend sur ça. Cependant, quand l'État accorde des subventions, quand l'État aide des compagnies par différents billets, il devrait y avoir des conditions de rattacher à ça. Hein? Pour les deuxième et troisième transformations ou de nouvelles technologies. Si on vous donne temps, vous avez le devoir de préserver les emplois. Hein? C'est ça. Quand les deux compagnies privées négocient, ils négocient en tenant compte de leurs intérêts. Hein? C'est normal. Quand l'État négocie, elle devrait tenir compte des intérêts de l'État. L'intérêt de l'État, c'est l'intérêt des contribuables. Et ces travailleurs-là sont des contribuables qui payent à l'État pour venir en aide souvent par différents moyens. Que ce soit par une énergie qui coûte moins avec les barrages, que ce soit par des crédits d'impôt, que ce soit par une diminution des impôts et des taxes qu'ils ont payés, différents moyens par la fiscalité. Regardez comment ils aident les pétrolières. Hein? Hein? Ils ne gênent pas pour ça. Là. Ils sont moins taxés ici qu'au Texas. Le Texas de George Bush, là, c'est pas l'enfer, les pétrolières. On s'entend sur ça. Là.
C'est encore plus facile au Canada. Donc, pour moi, ça prend des règles, effectivement, pour la préservation de l'emploi et des technologies pour pas qu'on développe de telles choses et puis que là, on vienne acheter rapidement. Et puis, malheureusement aussi, pour des gens, moi, je l'ai vu dans des nouvelles technologies qui les développent dans des pôles technologiques qui peuvent être situés en région ou à Montréal. Puis, une fois l'affaire faite, un concurrent vient l'acheter, la compagnie fait beaucoup de profit, a eu une subvention avant. Il n'y a aucune condition de rattacher à ça, là, ce que les Anglais appellent le string attached. Tu sais, ça devrait exister. Ça existe dans le privé. Pourquoi on ne l'impose pas nous-mêmes aussi? Êtes-vous en train de dire que Graphic Packaging a bénéficié de subventions gouvernementales? Non, je vous dis que par différents billets, il faut étudier le cas à fond. Mais écoutez, les coûts d'énergie sont bien moins grands ici qu'ils peuvent ne l'être ailleurs. Hein? Et ça vient aussi des contribuables. Il y a différentes façons. Je n'ai pas le dossier à fond de tous les billets fiscaux, mais certainement, ne serait-ce que le coût de l'énergie au Québec, qui est bien moins grand qu'aux États-Unis, par exemple. Ça aide une compagnie, ça. Ça aide à faire des profits. Et par la suite, s'ils ont une nouvelle technologie qui, elle, est prometteuse et créatrice d'emplois, bien, c'est pas correct de dire, nous, on va utiliser des matières premières, on va utiliser de l'énergie qui nous revient moins cher, mais là, ils ont inventé quelque chose de neuf, on s'en va avec ça, puis qui s'arrange. Mais comment on se protège? On fait une loi? Mais moi, je pense qu'il y a de telles choses, et sur ça, il faut revoir dans nos traités de libre-échange. Dans celui de l'Europe, ça se débat. Vous voyez les Allemands puis les Français actuellement qui disent les litiges, il ne faut pas que les compagnies aient plus de pouvoir que les pays. Grosso modo, là, c'est à peu près parce que ce règlement des litiges compris dans le traité de l'Union européenne est calqué sur le chapitre 11 de l'ALENA. Bon, les syndicats au Québec étaient pour l'ALENA, contrairement aux syndicats canadiens, parce qu'il faut exporter. On n'est pas... On ne peut pas vivre en autarcie, là. Mais le chapitre 11 fait problème, parce qu'il donne plus de pouvoir aux compagnies qu'aux pays. Or, il faut que des pays aient, justement, la capacité de dire, c'est pas vrai que vous allez partir avec une technologie nouvelle une fois que vous aurez fait des profits, puis vous allez fermer ici puis l'amener ailleurs. Ça, il faut avoir le droit, mais ça veut dire des changements dans le règlement des litiges et au niveau de l'ALENA, ça se retrouve au chapitre 11. A bénéficié d'aide, pas d'aide, mais d'allégements fiscaux en recherche et développement pour faire son produit. C'est une aide de l'État. Ben oui, c'est une aide de l'État. C'est une aide de l'État. Donc, on devrait protéger ces produits-là, les maintenir dans les pays où ils ont été développés. Connaissez-vous une compagnie qui négocie avec un autre? Hein, il nous parle de libre marché, là. Qui dit, moi, tu vas pouvoir prendre telle chose, mais moi, je n'ai aucune condition. Si tu veux, tu pars quand tu veux après. Ça ne marche pas de même, hein? Moi, j'ai négocié longtemps. Hein? Il y a du give and take. C'est pas vrai que tu pars avec tout. Dans le privé, ils négocient sérieusement. Dans le public, on devrait s'inspirer de ça puis dire, nous, on a des actionnaires, l'État. Nos actionnaires, ça s'appelle les contribuables, les citoyens, qui payent de leur poche. Hein? Et c'est pas vrai qu'on va payer de nos poches des subventions ou des allègements fiscaux ou des crédits d'impôt ou quoi que ce soit du genre, et que par la suite, tu dis « bye-bye, bonjour, je m'en vais ». Il faut qu'il y ait des conditions de rattacher à ça, très clairement. François Saint-Gelais du Quotidien. Puis M. Roger Boivin du groupe Performance stratégique. M. Duceppe, avec le recul des ans, puis avec aussi votre période de recul de la politique, qu'est-ce qui s'est passé en mai 2011, finalement, pour que le NPD brusquement double le bloc comme ça? Je sais bien qu'on a beaucoup parlé du passage de M. Layton, tout le monde en parle, mais fondamentalement, il doit se passer quelque chose d'autre. Comment vous percevez ça maintenant, puis comment ça influence votre présente campagne, parce que le défi demeure quand même pas mal le même? Écoutez, c'est le choix démocratique de la population. Moi, j'ai toujours dit que quand j'entends dire que le peuple a toujours raison, moi j'ai toujours dit non, le peuple a tous les droits, dont celui de se tromper, puis je pense que c'est une erreur. Il faut respecter ce choix. Mais quand on fait face à ça, moi je ne suis pas ici là, en campagne pour faire l'autopsie d'une campagne, je suis ici pour dire, regardez ce qui s'est passé depuis 4 ans, là. On ne parle pas du Québec à Ottawa. Hein? Et des dossiers, les bateaux, là, on en donne à Colombie-Britannique, on en donne
Halifax. La réaction du Canada, c'est Peter Stauffer, qui était leur porte-parole, député de Nouvelle-Écosse. Great day for Canada. Et les députés nouvellement élus à Québec, qui n'avaient rien à dire. J'ai vu ça, moi, des fois, des députés qui n'ont rien à dire. Ils sortent par la porte en arrière, d'habitude. Hein? Ils longent les murs, ils évitent les journalistes. Hein? Ils ne veulent pas que le monde sache qu'ils n'ont rien à dire. Bien, eux autres, ils ont pris la peine d'écrire un communiqué de presse disant « Nous n'avons aucun commentaire à faire ». Ça, c'est la première fois que je voyais ça dans ma vie. Des gens qui disent « On veut vous le dire, là, on n'a rien à dire ». Il me semble que c'est pas la plus grosse défense des intérêts du Québec, ça. Or, pour moi, je suis dans une situation auquel on fait face d'autres partis. Le NPD, ça avait fallu qu'ils disent, ça fait 50 ans qu'on n'a pas de député, donc on ne présente pas de candidat. C'était leur cas. Hein? L'évêque a subi 2 défaites. Est-ce qu'il a lâché? Non. Il est revenu, puis il a gagné en 76. Trudeau a subi une défaite. Il est revenu. Clark est revenu. Mitterrand est revenu 20 ans après avoir mangé une maudite volée contre De Gaulle en 64. C'est pas d'hier. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a des convictions ou pas? Et quand on est venu me voir, moi, j'ai dit, ben, je m'attendais pas à ça, là. J'étais effectivement à la retraite, mais j'étais assez occupé aussi. Je faisais beaucoup de choses. Moins d'heures que cela suppose en politique. Mais et j'ai considéré que c'était mon devoir de répondre oui à la demande qui m'était faite. J'ai consulté ma conjointe Yolande, bien sûr, mes enfants, des amis, Pierre-Carl Pellado, puis j'ai dit oui. Et ce que je constate en me promenant à travers le Québec, c'est que les intérêts du Québec n'ont pas été défendus depuis 4 ans. Que Harper... c'est pas le Québec qui l'a élu, il y a 5 députés au Québec. On a toujours battu les conservateurs depuis 1988. Le plus qu'ils ont eu, c'est 11. Hein? C'est pas ici qu'est le problème. Un vote stratégique, je suis pour ça, moi. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est d'accorder notre confiance à des hommes et des femmes qui parlent comme on voudrait que l'on parlait nous-mêmes dans les instances démocratiques que sont l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes. Voter comme on voudrait voter nous-mêmes. Alors, il y a des souverainistes au Québec. Des gens qui veulent un pays. Est-ce que sérieusement, on pense que c'est ces 3 partis fédéralistes, c'est une notion démocratique, le fédéraliste, là? Est-ce qu'on pense que c'est Thomas Mulcair qui a combattu la loi 101, qui a dénigré les souverainistes à l'Assemblée nationale comme pas un autre l'a fait, qui va nous permettre d'avancer? Ben non. Si on est stratégique, je vais jouer au football, moi, tu ne donnes pas le ballon à la défense adverse, hein? Tu fais un pitch-out, comme on appelle, ou tu fais la remise directe, là, comme ça, à ton joueur. Hein? Ou tu fais la passe à ton joueur, pas au demi-défensif de l'autre équipe. C'est ça, avoir une bonne stratégie. Hein? Alors, pour moi, il y a ça. Et défendre les intérêts du Québec, c'est aussi regarder la situation, sa division du vote. La division du vote, c'est pas au Québec, ça a lieu. Harper, il a gagné au Canada. Ce sont les libéraux et le NPD qui se divisent qui font passer Harper. Mais s'ils veulent mettre fin à ça, qu'ils arrêtent de se diviser l'autre bord, qu'ils le battent, on va le battre ici, puis on se parlera de face à face, d'égal à égal. Est-ce que vous sentez que c'est l'élection de la dernière chance? Parce qu'il y avait il ne restait plus que 2 députés du Bloc à la Chambre des communes quand ça a été dissous, dont un des députés qui avait été élu dans la vague orange. M. Patry, ici, avait été élu dans la vague orange sous la bannière du NPD, puis avait passé au Bloc. Mais si les NPD s'étaient dit ça fait longtemps qu'ils auraient pu présenter le candidat au Québec, hein? Il n'y avait pas eu. Il y avait eu, dans une partielle en 88, Edmondson Phil, avec qui j'ai siégé. Puis ensuite de ça, Mulcair a été élu également dans une partielle la première fois. Puis après ça, d'une générale. Une fois dans l'histoire qu'ils ont un député. S'il eût fallu qu'ils se disent, bien, on va abandonner, mais voyons donc. Pourquoi tous ces gens qui votent, qui proposent la proportionnelle, là, c'est qu'ils veulent avoir des hommes et des femmes qui les représentent puis qui trouvent que c'est impossible dans le système actuel. On est la proportionnelle incarnée au Bloc parce qu'il y a des souverainistes au Québec. On les représente, mais on présente plus que les souverainistes aussi. Des gens qui n'appuient pas nécessairement la souveraineté, mais qui veulent voir les intérêts du Québec défendus. Alors, moi, j'ai toujours dit que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de choses surprenantes, il y a des choses inattendues. En 89, là, il n'y a pas grand monde ici qui s'attendait à ce qu'il y ait un certain député du Lac-Saint-Jean, qui s'appelait Lucien Bouchard, qui était ministre, soit chef des partis souverainistes 1 an plus tard. En tout cas, c'est un qui l'a dit ici, là. T'es un prophète, là. Il aurait été mieux de gager à Las Vegas, il aurait fait de l'argent en masse. Mais est-ce que c'était surprenant? Non, parce que tout est là pour que le Québec devienne un pays. Le mur de Berlin, quand il est tombé, là,
Et tout était là pour que ça tombe, ça n'a pas de bon sens, ça. Pourquoi en novembre 89? C'était inattendu. Le printemps arabe, c'était pas surprenant, c'était inattendu. Or, NPD la dernière fois, là, va vous dire que nous autres, on pense que ça, c'était une erreur qui était attendue parce que les conservateurs et les libéraux avaient fait la même chose. Et dans le passé, les gens se sont dit, on va essayer. Ça donnait quoi, la Constitution? Avec les libéraux contre les intérêts du Québec. Hein? 74 sur 75, là. Les libéraux t'as contre à Québec. Le PQ t'as contre. Pas que les souverainistes, ils l'ont passé. Après ça, on a eu une majorité des conservateurs. Ça a donné quoi? Ils ont changé Mige pour ne pas déplaire au reste du Canada. Hein? Et puis là, ben, le NPD, ils sont silencieux sur le Québec depuis 4 ans. Alors donc, les Québécois, là, ils se sont dit, on va peut-être essayer ça. On n'a jamais essayé. On a vu le résultat que ça donne, là. C'est pas surprenant. Pas surprenant dans ce cas-là. C'était inattendu, mais c'était pas surprenant. Monsieur Roger Boivin du groupe Performance Stratégique, puis Louis-René Ménard de Radio-Canada. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez été, bien sûr, au cœur du mouvement souverainiste pendant plusieurs années, et là, vous l'avez quitté et vous êtes revenu. Mais qu'est-ce que vous sentez de nouveau, de dynamique dans le Bloc québécois actuellement par rapport au Bloc que vous avez quitté en 2011 et qui vous donne de l'espoir que le message va passer plus facilement? Je sens qu'il y a un renouvellement. Beaucoup de jeunes, des gens de différentes origines aussi, comme ça c'était le cas longtemps au Bloc. Il y a cette convergence de souverainistes venant de différents partis. Bien sûr, du Parti québécois en premier lieu. Beaucoup d'options nationales. Et dans Rivière-du-Loup, par exemple, notre candidat Louis Gagnon était candidat de Québec solidaire. Ça, et dans mon comté, il y a des gens sur mon exécutif, dans Laurier-Sainte-Marie, qui sont de Québec solidaire. Ça, c'est assez nouveau. Et pour reprendre le cas de Rivière-du-Loup, la directrice d'organisation vient d'Option nationale. Aussi. Et l'exécutif, c'est très majoritairement du Parti québécois, dont Paul Crête et la trésorière, l'exécutif national du PQ, qui siège à l'exécutif local. Donc, il y a cette convergence. Okay. Et ce que je sens aussi de nouveau, ben, je ne peux pas le ressentir avant, parce que je n'étais pas parti, mais les gens me disent... merci d'être revenu. Ouais. Ça fait du bien. Tu sais, tu te dis, bon, ben, coudonc, il y a un espoir qui est là. Et moi, je suis là aussi pour préparer une relève, puis travailler main dans la main avec tous les souverainistes, parce que je crois que ça prend un pays. Pas contre les autres. Là. On ne se donne pas un pays par dépit, on se donne un pays parce qu'on pense que ça vaut la peine de pouvoir exister. Et quand je regarde, là, je ne sais pas si vous avez été au Canada souvent, mais les Franco-Canadiens puis les Acadiens, il y a une assimilation fulgurante. Moi, je les admire de résister comme ça. On les a appuyés, puis c'était pas par électoraliste, là, on présente personne, là. On a vraiment fait... Ils ont même reconnu que le Bloc défendait mieux leur dossier que les autres partis. J'ai eu des lettres des dirigeants des associations franco-canadiennes et acadiennes. Mais on ne peut pas ne pas voir ça. Or, moi, on est 2 % de francophones en terre d'Amérique. 2 %. Pas gros, ça. Largement, en Amérique du Nord, non seulement anglophone, mais hispanophone. Le Mexique, c'est en Amérique du Nord. Alors, moi, je pense que ça va à peine d'exister. On ne veut pas devenir planète Hollywood, puis dans 50 ans, planète Beijing. Tout le monde pareil, là, c'est pas bon. La diversité, c'est ce qu'il y a de mieux. Or, moi, je pense qu'on a quelque chose à dire. Il faut exister. Même à Ottawa, ils ont dû reconnaître que nous formions une nation. Quand M. Harper, cependant, nous dit qu'on est reconnu comme nation à l'UNESCO, là, oh là là, là. Moi, j'ai souvent dit que le Québec se tenait debout à l'UNESCO. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de siège. Tu tiens debout dans ce temps-là. Il n'y a pas de siège. C'est un strapontin. On fait partie de la délégation canadienne. Et ce qu'on aurait pu faire de bien, c'est comme les Belges. Les Belges, il y a 3 communautés. Et s'ils ne s'entendent pas, la Belgique s'abstient. Mais c'est pas le cas de l'UNESCO, là. Le délégué canadien peut prendre des positions en culture, sur les langues, les compétences du Québec, une éducation, même si on est en désaccord. Donc, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'on le connaît comme nation, c'est pas vrai, ça. Louis-René Ménard de Radio-Canada, suivi de Louis Martineau de TVA. Oui, c'est dans la foulée de ce que vous venez de dire, M. Duceppe. Vous avez l'appui du Parti québécois dans cette campagne, je pense, un appui pas mal officiel avec Pierre-Carl Perdédo, l'organisation, les militants. Là. Oui.
Avez-vous l'impression que ça pourrait faire du tort au parti si le Bloc faisait une très mauvaise performance comme en 2011, là, à cette élection-ci? Là? Écoutez, on a la même lutte. On traverse... D'abord, c'est pas ça que l'on vise. Nous, on travaille ensemble. Ce qui est pas bon quand on défend une option et qu'on a des convictions, c'est de se taire ou faire semblant. Ça, c'est la pire des choses. Il faut se battre en tout temps pour nos idées. Et moi, je pense que Pierre-Carl Péladeau a pris la bonne décision. Je l'ai consulté avant. On lutte ensemble. On traverse des obstacles. Ça arrive, ça, en politique comme dans la vie. Mais si on pense qu'on remporte des combats sans lutter, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Et la meilleure façon de perdre, c'est de ne pas participer. Ça, on est sûr de perdre. On est sûr de perdre. J'ai joué longtemps au football. Moi, si tu ne te présentes pas sur le terrain, bien, tu es bien sûr que tu vas perdre. Puis si tu te présentes sur le terrain en disant on va perdre, tu vas perdre. Puis si tu te présentes sur le terrain en disant on va gagner sans effort, tu vas perdre aussi. Ça prend des efforts, il faut travailler, il faut passer à travers. Puis je suis déterminé à le faire. Les prédictions des sondages pan-canadiens, je vous posais la question hier à Saint-Gédéon, là, qui donnent aucun... jusqu'à présent, là, il reste 50 jours de campagne, qui ne donne aucun député au Bloc. Mais moi, là, c'est pas les sondages qui votent, c'est le monde qui vote. Et ça, on va s'adresser à l'intelligence des gens. On va discuter des vrais problèmes. Moi, j'ai rarement vu des gens m'aborder sur la rue. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on défende? Je voudrais que vous occupiez des sondages, M. Duceppe. J'ai pas entendu ça une seule fois en 25 ans politiquement. Pas une seule fois. Si on va voir le monde, là, ils nous parlent d'autre chose que des sondages. Ils nous parlent de problèmes qu'ils vivent. Ils nous parlent du fait qu'en agriculture, là, il y a la gestion de l'offre qui est importante pour eux autres. Ils nous disent que dans la forêt, c'est important qu'ils puissent travailler. Ils ne comprennent pas que les travailleurs de l'automobile reçoivent tant d'argent, puis l'industrie, puis pas la forêt. Ça, ils me parlent de ça. Mais j'ai pas vu personne me dire, M. Duceppe, allez-vous vous occuper des sondages? Allez-vous changer les maisons de sondage? Allez-vous leur dire comment faire les sondages? Je ne parle pas de ça. Louis Martineau de TVA. Si Mme la Présidente me permet, j'ai une question à deux volets qui vient de deux collègues du réseau. Je le permets. La première étant, c'est par rapport à ce qu'une de vos candidates a répondu à une question sur les réseaux sociaux. On lui a demandé qu'est-ce que vous amèneriez sur une île déserte. Elle aurait répondu, en tout cas, des chicks, un pénis et des chips. Et je voulais voir, est-ce que vous avez prévu la rappeler à l'ordre? Est-ce que vous considérez ça comme un écart de conduite? Moi, je pense que c'est une erreur, comme beaucoup de jeunes font, puis des fois des moins jeunes, de marquer un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux, là. Mais est-ce que c'est un sujet déterminant dans la campagne? Moi, je trouve plus inquiétant quelqu'un qui dit ouvertement que son héroïne, c'est Margaret Thatcher, alors qu'il dirige supposément un parti de gauche, puis que lui trouve que c'est pas une erreur, puis il répète que quand ça fonctionne, ça fonctionne. Je trouve ça pas mal pire. Moi. Ça préoccupe le monde. Que la jeune candidate ait fait une erreur. Bien oui, elle a fait une erreur. Lui avez-vous parlé? Pas moi, mais les gens de mon équipe lui ont parlé. Elle se rend compte, mais ça, il y en a bien d'autres qui ont fait des erreurs semblables. Quelle est votre ligne, médias sociaux? Quelle est votre ligne sur les médias sociaux? Comment vous gérez ça? Parce que ça, c'est vraisemblablement quelque chose qui a été fait en dehors de la campagne. Oui, c'était fait avant. Ça a été fait avant qu'elle soit candidate. Là, ça sort. J'imagine qu'il doit y avoir des vérifications de fond en comble, mais ça passe à travers les filtres. Ça peut passer, bien sûr. Et c'est pas la seule personne. C'est arrivé dans des candidats. C'est arrivé à la CAQ au provincial. C'est arrivé dans ce cas-ci, dans d'autres partis, là, fédéraux. C'est arrivé à la dernière élection. C'est des erreurs. Les médias sociaux, c'est le meilleur et le pire. Ça a permis à beaucoup de peuples de pouvoir s'exprimer parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication étaient possédés par les régimes dictatoriaux. Puis c'est le pire dans ce sens qu'il y a des gens qui disent des fois n'importe quoi. Et d'autres gens même qui disent des choses illégales. Et il faut y voir. Des fois, il y a des choses graves qui se disent sur ça. Là. Des menaces de mort, des choses semblables. Là. On ne peut pas jouer avec ça. Mais c'est l'apprentissage. Hein? On est au balbutiement de du nouveau moyen de communication. Alors donc, moi, qu'une jeune fasse une erreur, qu'elle le reconnaisse, pas ça de l'avoir faite. Mais qu'un chef de parti qui dit « Moi, je suis progressiste, c'est Thatcher, mon héroïne », là, je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème. Hein? C'est pas un jeune. Autre question de ma collègue d'Ottawa qui voulait avoir une réaction de votre part sur le plan d'infrastructure que M. Trudeau a annoncé hier. Bien, je veux le voir en détail, puis je veux le commenter au moment où on verra l'ensemble du cadre financier. Où prend-il l'argent? Comment cela va-t-il se faire? Je vais voir le cadre financier dans son ensemble.
ligne par ligne. Hein? Parce que le diable se cache dans les détails, là. On va regarder chacune des lignes. Chacune. Quand tu prépares un budget, puis tu prépares un cadre financier, tu dois dire où tu prends l'argent, puis comment tu vas le dépenser. Ça, on veut le voir. Donc, je vais commenter à ce moment-là. Moi, qu'il y ait un programme de relance, en théorie, je suis pour. Mais je veux savoir qui va le payer. Où l'argent va-t-il être pris? On n'a aucun collègue en attente. Moi, je voudrais savoir où est Mario Beaulieu. Quel est son rôle présentement dans la campagne? Là, il reste président du parti. Oui. Est-ce qu'il s'efface complètement? Est-ce qu'il est encore actif? Est-ce qu'il il est actif dans son comté puis il fait campagne. Seulement. Maintenant, les chefs font pas campagne avec quelqu'un à leur côté. Ils font pas, hein? Et puis, si vous voulez, allez le voir. Allez le voir, Mario Beaulieu. Il va être très content de recevoir les gens dans son comté. Il va être très heureux. Mm-hmm. Mais il fait sa job de gagner un comté. Il va être au débat, par exemple, où Thomas Mulcair ne veut pas être. Bien, il sera pour M. Dion et M. Libman. Je pense que c'est lui qui y va, en tout cas, les dernières informations que j'ai eues. Mm-hmm. Donc, il participe à des activités semblables, mais avant tout dans son comté. Et on rencontre, moi, je suis avec mes 3 candidats et candidates ce matin ici. Mm-hmm. Mais demain, je suis dans la Nodière. Les autres, ils vont dans le Lac-Saint-Jean, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ne s'en viendront pas dans la Nodière avec moi. J'aurai mes candidats de la Nodière. Puis samedi soir, je suis dans le comté de Mario. Moi, t'es avec Mario. Mais est-ce qu'on voit Justin Trudeau se promener avec quelqu'un d'autre à ses côtés tout le temps, ou Stephen Harper ou Mulcair? Mais pourquoi ça devait être différent pour le Bloc? C'est tout aussi simple que ça. Monsieur Martineau. Ce qui reste du temps. J'ai un ami fervent souverainiste qui m'a posé une question l'autre fois. Je ne savais pas quoi lui répondre. Peut-être vous avez déjà répondu à cette question-là. Lui, il disait que lorsque le Bloc a connu les derniers résultats de la dernière élection, vous avez quitté. Lui, il disait « J'aurais aimé ça voir Gilles Duceppe au provincial. Il aurait pu nous rendre de fiers services au provincial et peut-être même être au minimum un ministre influent, peut-être même premier ministre. Comment se fait-il que vous n'avez pas fait le saut provincial? » Bien, écoutez, moi, je pense que, d'une part, j'ai travaillé longtemps au fédéral. Je voulais prendre une certaine période aussi de réflexion. Hein? Ça me semble normal après ces années. Et je me suis investi dans autre chose à ce moment-là. Il y a des gens au PQ qui étaient là, qui faisaient le travail. Et moi, je trouvais nécessaire de me ressourcer, ce que j'ai fait, en écrivant 4 textes, 3 blogs et une chronique par semaine. Je sais, vous le faites, vous autres, là, mais il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir. Vous me parliez des réseaux sociaux tantôt, il y a des commentaires tous les fois. Ce que j'ai trouvé le plus difficile en revenant, c'est de démissionner de la présidence de la compagnie Jean Duceppe et de la Fondation. Parce que moi, j'étais le seul enfant qui n'avait pas donné un coup de main. Les 6 autres, c'est-à-dire on est 7, avaient travaillé un moment ou l'autre au théâtre. Il y a seulement que mes 2 autres frères, l'un qui était en cinéma, l'autre en gestion financière. Mais tous les autres ont travaillé à la compagnie. Ma sœur est encore directrice, une fait de la mise en scène, l'autre du costume. Mon frère Yves était directeur technique, il est passé au Cirque du Soleil. Donc, tous dans ce domaine-là. Et moi, je n'avais jamais aidé. Et là, j'ai dit, c'est le temps que je donne un coup de main. Et je pense que j'ai donné un bon coup de main au niveau de l'organisation, au niveau du financement, des contacts, tant du côté patronal que syndical, des ententes avec Power Corporation qu'on a été chercher, 2 financements de pièces. Avec le conseil du patronat, oui, moi j'étais dans le syndicat souverainiste, je connaissais ce monde-là quand même, là, on vit au Québec, là. Et ça m'a fait quelque chose. Je vais vous dire, quand j'ai démissionné de mes 3 conseils d'administration, mais celui-là, là, c'était bien dur. Quand j'ai été voir, puis j'ai dit que je lâchais, donc les larmes coulaient. Ça, j'ai trouvé ça dur. François Saint-Gelais du Quotidien. Je sais que vous avez beaucoup de suppressions, les si, parce que, bon, vous me l'aviez d'ailleurs déjà dit au dernier cercle de presse où vous étiez venu en 2011, mais je pose quand même une question qui est hypothétique, mais je pense quand même pertinente. Vous l'avez évoqué tantôt en disant qu'on s'entende au Canada anglais, puis qu'on combatte Harper, et puis on jouera notre rôle, mais justement,
c'est pas impossible qu'il y ait un gouvernement minoritaire. Et à ce moment-là, si le Bloc reprend sa place au Québec, la place qu'il occupait avant, c'est possible que vous ayez un rôle à jouer à ce moment-là au sein d'un appui formel ou informel. Avec quel parti ce serait plus facile, puis quels seraient quelques enjeux importants pour vous de prime abord qui permettraient de nouer une alliance? Je vous dirais, au départ, moi je pense que dans le temps, on avait fait en 2004, Jack Layton, Stephen Harper et moi une alliance. Hein? Et c'était signé par Stephen Harper qui a rencontré le gouverneur général. Et moi, j'étais chargé de rencontrer Paul Martin pour les nouveaux règlements de la Chambre. Donc, on a fait au Delta, Maisonneuve, un vendredi, à Montréal. Et Harper était chargé de rencontrer la gouverneure générale, qui portait la lettre, qui était rendue publique à l'époque. Et moi, de voir Paul Martin, je l'avais rencontré à Saint-Lambert. Et j'avais vu Paul Martin, j'ai dit, là, les nouveaux règlements, je vais y réfléchir. Je dis, écoute, Paul, tu n'as même pas besoin, j'étais minoritaire. C'est ça désormais. On l'a réglé de même, mais ça améliorait la démocratie à la Chambre des communes. Mais le Harper du temps et le Harper de maintenant, je pense que c'est écoulé quelques années. Je ne vois pas comment il y a d'affinité possible avec Harper. Il y a des positions là, qui sont totalement étrangères à ce que l'on propose, nous. Étrangère à ce qu'était le Canada. Je vous parle, par exemple, des affaires étrangères. Un Québec souverain aurait eu des politiques en matière d'affaires étrangères assez semblables à celles de Pearson, de Trudeau, de Clark, de Mulroney, puis de Chrétien. On ne vit pas sur une autre planète, là. C'est une démocratie, le Canada aussi. On a s'arrêté, mais pas avec Harper. Pas avec Harper. Ce rejet de la science. Écoutez, le recensement, là, on m'en a parlé, là, les pêcheurs, les agriculteurs, puis le monde à Havre-Saint-Pierre, c'est un outil majeur pour prévoir. Mais tu sais, quand le ministre de la Science et Technologie s'appelait M. Goodyear, c'est un créationniste. Hein? Alors, lui, il croyait fermement que les hommes et les femmes avaient vécu en même temps que des dinosaures. Hein? Ça s'est passé en 7 jours, ça, c'est ça. Je me souviens de m'être levé une fois en chambre, je le regardais, j'ai dit là, les hommes et les dinosaures ont vécu en même temps. J'ai un instant. Plus je vous regarde, là, je commence à avoir des doutes pour voir si c'était pas vrai. C'est inimaginable. Je vois plus de possibilités. Là. De l'autre côté, il y a 2 partis qui, on verra ce que les Canadiens décideront. Mais moi, je suis ouvert à dire, écoutez, il faut être responsable. Mais maintenant, par exemple, il y a une telle chose que les intérêts du Québec. Vous n'êtes pas pour signer le traité de Trans-Pacifique si la gestion de l'offre n'est pas dedans. Vous n'êtes pas pour re-signer le bois d'œuvre si vous ne servez pas de l'article 12, protéger nos forêts. Vous allez donner 300 milliards aux travailleurs, aux gens, aux fromagers, comme vous avez donné 500 milliards à l'automobile. Hein? Là, on va se parler sérieusement. Et quand c'est ces situations-là, ça a l'air qu'ils comprennent mieux. Hein? En 2008, Harper, on publiait notre cadre budgétaire, nous autres, une semaine avant le dépôt du budget. On ne peut pas faire semblant après de dire on est en accord, on est en désaccord, on aimait ça, on n'aimait pas ça. On s'était commis publiquement. On l'exposait. J'avais demandé 3,9 milliards. Là, je l'ai mangé, toute une, disons. Je ne vais pas utiliser un mot que Yolande va me rapprocher par la suite. Je l'ai mangé une. Les observateurs, les analystes économiques disaient ça n'a pas de bon sens, il va provoquer une élection en même temps qu'il y en avait une au Québec. Mais on négociait, nous autres. On demande 3,9 milliards, on était chercher 3,3 milliards qui est rentré directement au Québec. J'ai déjà négocié, moi, dans le passé. 3,3 milliards, c'est pas des peanuts, ça, là. Et le patronat était content, les syndicats étaient contents, les municipalités étaient leur union et la Fédération des municipalités et l'Union des municipalités. En tout cas, tout le monde était content de ce règlement-là, qui était un bon règlement budgétaire au déséquilibre fiscal, qui ne réglait pas le déséquilibre fiscal, qui vient de reprendre avec plus d'envergure selon le directeur parlementaire du budget. Là. Or, moi, c'est avec cette attitude-là que j'irais là, mais ça veut dire qu'on jaserait d'égal à égal. Là. Hein? Et vos dossiers prioritaires seraient forêt, gestion de l'offre au début, comme vous dites tout à l'heure? Mais pas pour la région, mais l'ensemble là, des investissements face à une crise économique, c'est drôlement important. On ne peut pas mettre ça de côté. Il y a une responsabilité majeure à cela. L'environnement, écoutez, Énergie S ne passe pas ici, ni Belle-Dune. Là. Mais comment se fait-il que Trudeau... Harper, il est pour tous les oléoducs, lui. Hein?
La planète serait un grand bouchon d'oléoduc qui serait heureux. Bon, ça, c'est ses problèmes. Mais Trudeau et Mulcair, eux, sont contre le Northern Gateway et Keystone XL. Parce qu'ils disent dangereux pour l'environnement, pas d'acceptabilité sociale, Première Nation pas consultée, pas de rentabilité. Ils ont raison. Mais ils sont pour Énergie Est puis Belle-Dune. Pourtant, c'est quoi? Pas d'acceptabilité sociale, Première Nation pas consultée, dangereux pour l'environnement, c'est pas rentable parce que pas du pétrole consommé ni raffiné au Québec. On prend tous les risques environnementaux puis les coûts économiques afférents. Ça va être majeur. Alors, si on demande tantôt, il faudrait que... Moi, j'en ai assez de voir Tom au Canada anglais dire c'est un win-win-win, puis ses candidats au Québec, là c'est Thomas au Québec, disent non, on n'est pas vraiment pour ça. Mais qui se décide? Win-win-win en français, c'est pas non. Hein? Je vérifie sur les traductions, c'est pas en tout la même chose. Vous dites tout à l'heure, puis depuis le début, vous dites que la gestion de l'offre, c'est notre dossier prioritaire pour la région. Avec la forêt. Avec la forêt. Comment vous trouvez ça que quelques jours avant les élections, il y a eu des manifestations d'appui à Maxime Bernier et ici à Denis Lebel de la part de l'Union des producteurs agricoles et des producteurs de lait? Les élections n'étaient pas déclenchées. Maintenant, l'UPA se dissocie de tous les partis. Mais quand même, quelques jours avant, il y a eu on dit que les conservateurs, Denis Lebel et Maxime Bernier, étaient les meilleurs joueurs pour faire avancer les dossiers de la gestion de l'offre? Bien, peut-être qu'ils n'avaient pas pris connaissance de ce qui s'était passé à Hawaï et que les négociations avaient bloqué sur, pour parler latin, un side deal sur l'automobile. Mais c'était en vue de ces négociations-là. On voulait que oui, ces gens-là nous portent bien le dossier. Mais c'était pas avant la fin des négociations. Non, c'était avant que ça commence. C'est ça, avant que ça commence. Mm-hmm. Depuis ce temps, il s'est passé un certain nombre de choses, dont, pour utiliser le terme latin de side deal, là, entre le Japon et les États-Unis, pour l'automobile. Et depuis ce temps-là, le discours de M. Lebel, c'est de dire on ne peut pas se priver d'un marché de 800 millions. Mais il ne dit pas qu'il maintiendrait la gestion de l'offre. Qu'il le dise très clairement. Moi, je vais rencontrer le conseil général de l'UPA, là. Ça va être clair de même. On va voir s'ils ont le même langage aux autres. Donc, merci beaucoup, je vous remercie. M. Duceppe, d'être passé au cercle de presse cette semaine. Merci. Merci. Merci à vous, membres de la presse.